Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des bilans d'intersaison. Et aujourd'hui, attention, n'ajustez pas vos téléviseurs puisque vous avez effectivement un revenant, quelqu'un qui revient d'entre les morts. On l'a pas vu depuis des années. La dernière fois qu'on l'a vu, il disait qu'il s'emballait un peu trop. Et visiblement, il a dit « Je rentre chez moi et je reviendrai plus tard ». On est avec Trey aujourd'hui. Salut Trey, comment tu vas ? Salut. Écoutez, ça va. Une des dernières fois, effectivement, je m'étais emballé sur mon top QB en mettant CJ Stroud un peu haut. Voilà, on s'en rappelle. C'est fun fact, on en reparlera à la fin de la saison prochaine quand il sera. Non, je le dis. Non, vas-y. Non. Non ? Il sera MVP ? Ok, si non. tu veux. On verra si on refait des petits classements où tu pourras t'emballer et ce sera cool. Mais en tout cas, c'est cool de t'avoir. Vous pouvez l'imaginer du coup. Déjà, si vous avez cliqué sur le nom de l'épisode, vous savez de qui on parle. Mais même si vous voyez Trey, vous savez, vous en êtes certain sur des bilans d'intersaison. On va parler des Giants. Et pour cela, aujourd'hui, on est accompagné par Thiergo. Salut Thiergo, comment tu vas ? Super, merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens en terrain allié puisque Trey est un grand fan des Giants et toi, tu as pris la peine de porter un maillot des Giants. J'imagine que c'est celui de Odell Beckham puisque je vois le 13 dessus et non pas de Jalen Hyatt. Voilà, non. C'est un très bon choix. non, j'ai mis tu vois, c'est le numéro 13 pour Trey et les Giants, tu vois, c'est un peu mon côté amour de notre camarade qui nous manque. Voilà, Trey revient. Oh. Je suis là derrière toutes les miniatures, je tiens à le préciser. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est mon premier maillot de foot américain, celui-là, puisqu'il était en solde et c'est un maillot enfant. Et donc voilà, donc il a vu ses dernières heures, là, je pense, en ce moment. En tout cas, Thiergo, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, bien sûr. Alors, Thiergo ou Gauthier pour les plus intimes. Moi, je suis fan des Giants, en gros, depuis 2007, le Super Bowl 42, que j'ai découvert le football américain complètement par hasard comme ça, et je suis devenu accro. Initialement, j'avais un blog qui s'appelait Big Blue Blog pendant quelques années, et puis depuis 2020, avec Plax, on a Only a Giant Podcast, qui est un podcast uniquement dédié aux New York Giants. On a décliné ça aussi avec un blog, Only a Giant Blog, et puis vous pouvez nous retrouver tous les deux, moi sur @Thiergo, sur Twitter, et Plax, vous pouvez le trouver sur @NYGiantsFR. Très bien. Et bien en tout cas, très cool de t'avoir avec nous. On avait eu Plax l'an dernier, il me semble. Très, c'est bien lui qu'on a vu l'année dernière. Ouais, c'est Plax. Et moi, je tiens à dire que Thiergo, je le connais depuis à peu près une quinzaine d'années, puisque j'étais un fidèle lecteur du Big Blue Blog à l'époque. Donc, ça date. Et là, tu vois que les années passent, tu te dis 2025 et on est toujours là. c'est quand même incroyable, j'avoue. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais. Les liens seront en description pour suivre tes aventures, pour suivre le podcast, pour suivre la page des Giants sur Twitter. Donc, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous, Thiergo. Allons-y. Parlons des Giants, il y a plein de choses à dire. Parlons des Giants. On va faire comme pour chaque épisode, on va parler de la saison 2024. Je pense qu'on va vite passer outre pour éviter la séance de psy avec nos deux camarades. Donc, saison 2024, les besoins avant la free agency et la draft. On va parler de ces deux périodes. Puis, on fera un petit tour sur la saison 2025, regarder le calendrier et faire des pronostics. Avant de commencer ça, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre partout, le Front Office, que ce soit sur X, sur Blue Sky, sur Threads. Blue Sky qui fait très plaisir à Trey. Donc, on insiste dessus. On a Blue Sky, on a Threads, on a Instagram, YouTube, Twitch. N'hésitez pas, la saison va redémarrer dans pas si longtemps que ça. Ça arrive vite au final. Et notamment la phase de les pré-saisons. La pré-saison arrive vite également. N'hésitez pas à venir avec nous. Et rejoignez-nous sur le Discord. Ça s'active, c'est pas mal. Il y a du monde, ça discute tout le temps. Encore une belle création de Trey en arrière-plan. Et on est content du coup de ce petit Discord. Venez discuter avec nous, Giants ou autres. Ça fera plaisir. Thiergo, Trey, avant le début de la saison, on avait fait un power ranking. Et sur ce power ranking, on déterminait chaque équipe
où est-ce qu'elle serait à la draft. Alors les Giants, on vous avait mis avec le pick numéro 2. Pour rien te cacher, Thiergo, c'était normalement censé être le pick numéro 1 assez unanimement, sauf que Trey les a placés en 11, il me semble, ce qui a fait en sorte que ça descende à 2. Grâce à lui, on a été plus proche au final, parce que vous avez eu le pick 3. Vous avez fait un bilan en 3-13. Et c'est quoi, Trey, on va te laisser parler un petit peu. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette petite saison où tu les imaginais pas si mal, et au final, ça a fait quand même un 3-13. Un 3-14, pardon, d'ailleurs. Alors, c'est moi le total d'élu. Voilà. Disons que je suis un peu trop optimiste parfois. J'aime voir le positif. Et non, je croyais beaucoup à la dynamique qui s'installait, même si j'ai jamais été convaincu par Daniel Jones et que voilà, j'en attendais pas grand-chose de lui en tant que tel. Je me disais que le collectif pouvait un petit peu tirer dans le bon sens. Je pense que je pense que le collectif est toujours là et que sur la saison, en fait, ça aurait pu être un marasme bien pire si on n'avait pas ça. Maintenant, effectivement, ouais, il y avait un peu d'emballement de mon côté. J'ai pensé que Singletary serait meilleur que ça sur le terrain et irait chercher beaucoup plus de points. J'étais assez déçu de sa saison finalement. On a vécu quelques matchs où on s'est dit c'est pas possible. En fait, c'est pas l'équipe qu'on avait la semaine dernière. De l'un à l'autre, c'était quand même assez fou des fois de faire le parallèle entre vraiment c'était face A, face B quoi. On pouvait vite déchanter sur des bonnes actions qu'on avait vues la veille. Puis donc beaucoup de surprises en fait. Au final, je pense que au vu de la saison, la manière dont ça s'est déroulé, on a fini littéralement par un peu abandonner le truc en se disant de toute façon, il faut qu'on aille chercher un QB quoi. Donc en définitive, je pense que on sait très bien comment marche le sport américain dans ce genre de cas. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, quand on s'est dit Daniel Jones, c'est définitivement à la porte, il va falloir qu'on aille chercher un QB. Ne nous emballons pas, essayons peut-être de donner du temps de jeu pour s'assurer que certains qui seront là l'année prochaine peuvent faire le boulot ou s'il faudra les remplacer. Toi, Thiergo, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Et je vais même te poser une question en plus. Est-ce que tu as un match qui représente la saison, selon toi? Alors, je rejoins tout à fait Trey dans son analyse. Et moi aussi, j'étais plutôt optimiste. Je pense que je suis de nature très optimiste quand on parle des Giants. Ça fait des années avec Plax que à chaque intersaison, on regarde le roster et on se dit sur le papier, ça va tout déchirer. Et puis on se prend une méga branlée dès la première semaine. Cette année, c'était contre les Vikings, suivi d'un exploit qui n'avait jamais été réalisé dans l'histoire de la NFL. On a perdu contre les Commanders alors qu'ils n'avaient marqué aucun touchdown. Et nous, on n'avait pas de kicker. Et en fait, la raison pour laquelle j'y croyais, c'est parce qu'il y avait Brian Daboll, qu'il avait été coach of the year, qu'il y avait des bons éléments. Daniel Jones, je commençais à me dire que c'était vraiment la dernière saison où il pouvait se rattraper, sinon c'était mort. Et le moment où en fait j'ai craqué, où je me suis dit non, c'est bon, Daniel Jones, là, c'est fini. Et c'est le match qui pour moi représente la saison. C'est le match à Munich contre les Panthers, où en fait il y a notamment une action, il y a un flea flicker qui est appelé par Brian Daboll, où Daniel Jones a complètement démarqué deux options. Il a Malik Neighbors et Wan'Dale Robinson et il n'envoie pas le ballon. Et là, en fait, à partir de là, tous les fans des Giants se disent en fait, c'est mort. On n'y arrivera jamais. On a essayé, Daboll a essayé, et c'est à partir de là qu'il a été benché et éventuellement cuté parce qu'il a demandé à l'équipe de le cuter. Et derrière, on n'avait personne. On avait Drew Lock, mais Drew Lock, il a fait quelques bons matchs chez les Seahawks, mais rien de plus. Et puis Tommy DeVito, c'est un UDFA qui a eu quelques bons matchs la saison précédente, mais a quand même beaucoup de limitations, enfin beaucoup de limites. Donc, retour au point de départ avec un bilan absolument désastreux. On aurait pu être first overall, et je vous reproche absolument pas d'avoir pronostiqué ça pour les Giants, parce que je pense que beaucoup de fans auraient voulu qu'on soit les premiers pour pouvoir prendre un Cam Ward. Et on a cru pendant un instant qu'il y aurait un grand ménage avec le GM et le head coach qui allait se faire virer, et puis finalement ils sont toujours là, donc on va voir ce qui va se passer pour la saison 2025.
Ouais, totalement. C'est vrai que c'est un peu une surprise d'un point de vue extérieur de voir toujours Brian Daboll, pas titulaire, non, mais coach toujours, en tout cas, toujours là. Bon, si le GM est toujours, enfin, si le coach est toujours là, tu te doutes que le GM va pas se faire sauter, ou du moins qu'il y aura, les deux vont aller de pair très probablement. Peut-être qu'ils veulent lui donner une chance sans Daniel Jones, puisque j'ai l'impression qu'il lui, il a eu que Daniel Jones en QB, Brian Daboll, non? Ouais. 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 Peut-être qu'il y a un peu la volonté de voir ce qu'il peut faire avec un autre QB. On va pouvoir en parler lors de la free agency et de la draft. Il va avoir des autres armes à disposition là. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez rajouter sur la saison 2024? Bah, moi, je trouve qu'on a été très patient avec Brian Daboll et en fait, il a pas forcément eu jusqu'ici toutes les cartes en main pour faire le boulot qu'il pouvait faire. Et je lui ai laissé beaucoup de crédit. Par contre, sur la fin de saison dernière, du coup, on voyait qu'il essayait des trucs et à ce moment-là, j'étais un peu frustré, moi, personnellement, parce que je me disais, putain, en fait, est-ce que c'est l'homme de la situation? Parce que quand tu le vois sur certains matchs, je pense pas avoir été assez attentif pour vraiment me souvenir de trucs précis en ce sens, mais je me rappelle quand même que sur certains matchs de fin de saison, voilà, on s'est fait des réflexions en se disant et si en fait Brian Daboll n'était pas l'homme de la situation et qu'on le changeait, qu'est-ce que ça donnerait? On s'est posé les questions. Maintenant, à tête reposée, sincèrement, je pense qu'il n'a pas été coach of the year pour rien. Il n'a pas été chercher les playoffs avec une équipe de bras cassés pour rien. Je pense que c'est un mec qui a vraiment du talent. Il n'a pas fait éclore Josh Allen gratuitement comme ça parce que c'est un coup de chance. Donc, je garde énormément d'espoir au fait qu'il puisse redresser la barre avec une équipe qui s'améliore d'année en année. Le travail de Joe Shane est important sur tout ce qui est free agency et draft. Il y a très très peu de mauvaises signatures, vraiment. C'est pas souvent remonté, je trouve, parce qu'on se moque beaucoup des Giants pour leurs résultats et pour Daniel Jones en l'occurrence, mais le travail en arrière-plan du front office est quand même important et voilà. Donc j'ai encore bon espoir de me dire que ça peut encore changer. Et tu as parlé que Daboll était celui qui avait fait éclore Josh Allen. Dans une certaine mesure, c'est aussi lui qui a fait éclore Daniel Jones. La saison avant qu'il prenne son gros contrat, c'est lui aussi. Oui. Donc, ouais, il y a quand même c'est un bon esprit offensif. On va voir si c'est un bon head coach de manière globale. Mais en tout cas, lui, il va retrouver une place d'offensive coordinator, je pense, très rapidement. Même s'il se fait virer, il va retrouver ça très vite, je pense. C'est sûr. Je pense qu'un élément aussi qui a permis, qui a été assez déterminant dans la trajectoire que les Giants ont prise, c'est le va-et-vient entre qui fait le play calling offensif chez les Giants. Parce que si vous vous rappelez, la première année de Daboll, c'est Mike Kafka qui est arrivé des Chiefs. C'était son premier poste comme coordinateur offensif en NFL. Et en effet, je pense que les choix de Kafka ont bien fonctionné avec Daniel Jones. Il y avait bien entendu un travail en tandem entre Daboll et Kafka. Et puis, 2023, c'était une année catastrophe où il y avait des moments où Daboll reprenait le play calling en plein match à Kafka. Et puis, il intervenait dans ses réunions avec les squads offensives. Donc, c'était très brouillon. On a cru qu'à un moment, Mike Kafka allait partir pour prendre un job ailleurs. 2024, Daboll était play caller à temps plein et ça n'a pas été très convaincant. Il était très frustré par ce que Daniel Jones n'était pas capable de faire, puisqu'il essayait d'attaquer beaucoup plus en profondeur, et Daniel Jones, tout simplement, n'avait pas la confiance d'envoyer des passes à certains endroits du terrain. Et là, en fait, comme tu l'as dit, Alex, l'une des raisons pour lesquelles il a été retenu, c'est que les propriétaires ont voulu donner à Daboll l'opportunité d'avoir son quarterback. Il avait fait un commentaire après le match contre les Colts. La dernière victoire des Giants, c'était contre les Colts en semaine 17, où on les avait battus 45-33 avec Drew Lock, qui avait fait un match absolument incroyable. Et Daboll avait dit, vous voyez de quoi on est capable quand on a un QB qui joue bien. Et je pense que c'est ce qu'il a dit, en fait, tout simplement au propriétaire, c'est gardez-nous, on va vous trouver un quarterback pour 2025 et on va vous montrer qu'on peut être compétitif en 2025, en plus avec un groupe qui a été créé par Joe Shane, comme l'a dit, en effet, il a fait très très bonne signature. Je suis moins convaincu par ces drafts, puisque les premières drafts n'ont pas été géniales. Il a quand même eu Kayvon Thibodeau qui est bon, mais qui ne vaut pas un top 5
pick, et Evan Neal, qui est un bust qui, en fait, maintenant va devenir garde alors qu'il devait être un offensive tackle. Mais la dernière classe de draft 2024 a été absolument excellente, avec notamment Malik Nabers, qui n'a pas joué tous les matchs et pourtant a fait une saison incroyable, avec Daniel Jones comme quarterback, Daniel Jones, Tommy DeVito et Drew Lock, et aussi, pour donner un autre exemple, Tyron Tracy. Donc il y a du potentiel dans ce groupe, et je pense que Steve Tisch et John Mara sont curieux de voir ce que Daboll et Shane peuvent faire avec tout ce groupe, avec un nouveau quarterback, que ce soit Russell Wilson ou Jackson Dart. Écoute, je vous propose qu'on voit ça et on va pouvoir aller faire un petit cap vers la free agency. Déjà, avant ça, Trey, peut-être, qu'est-ce que tu voyais comme besoin avant l'intersaison côté Giants? On peut parler des QB, évidemment, parce que c'était un besoin, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu voyais d'autre aussi comme besoin avant le début de l'intersaison? Alors ouais, comme tu l'as dit, en termes de QB, c'est indéniable de toute façon depuis un moment. Maintenant, je pense qu'il fallait aller étoffer les squads de receveurs. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, on était assez limite. J'aime beaucoup le profil des gars qu'on avait. Il y a des gars pour qui j'ai un peu d'affection parce qu'ils sont là depuis plusieurs années et tout. Mais clairement, je ne sais pas si un Jelly Nayat, on rigolait sur lui tout à l'heure, mais pourrait dépasser un certain cap en fin de compte qu'on pensait peut-être un peu mieux. Moi, à un moment, je pensais qu'il pourrait faire plus que ça en termes de productivité. Donc, pour moi, c'était aller étoffer cette escouade de receveurs. Peut-être aussi aller chercher un peu à améliorer toujours la ligne offensive parce que c'est vraiment le point névralgique en fait du truc. Pour moi, l'offense avait beaucoup plus besoin de travail que la defense déjà. Et c'est pas forcément la réalité d'ailleurs de ce qui s'est passé. Donc je pense que c'était ça. Après, j'ai aussi un point, j'aimerais bien voir un tight end. On a un peu de mal avec les tight ends et tout. Alors j'ai grande confiance en Theo Johnson, mais je pense que il y a besoin d'aller chercher autre chose aussi, et c'est un peu délicat là. Toi, tu as dû être ravi de cette intersaison, du coup. On pourra aller regarder ce qui s'est passé ensuite, mais... Après, les signatures me vont en soi, tu vois. Mais on va voir, mais on en reparle. On va en reparler. Toi, Thiergo, qu'est-ce que tu voyais comme... T'en voyais d'autres des besoins que, en gros, toute l'attaque? En gros, toute l'attaque, oui et non. C'est-à-dire qu'au poste de receveur, on était plutôt bien fourni si on gardait Darius Slayton, et c'est ce qu'on a fait. Parce que Darius Slayton, sans dire que c'est un top receveur, c'est un très bon numéro 2 qui, à mon avis, est sous-coté dans la ligue, parce qu'il fait régulièrement des saisons à 700 yards, ce qu'on demande d'un numéro 2 à côté d'un receveur qui va te faire 1300, 1500 yards. Running back, malgré la perte de Saquon Barkley, on avait Tyron Tracy qui s'est complètement révélé, qui a supplanté Devin Singletary. Et Singletary reste quand même une bonne option dans certaines situations. Mais il y avait clairement besoin de renfort dans la ligne offensive, et particulièrement l'intérieur de la ligne offensive. Parce que, en fait, quand on regarde la saison des Giants l'année dernière, quand il y avait Andrew Thomas, ça se passait quand même plutôt bien, parce qu'on avait Andrew Thomas à gauche, qui est l'un des meilleurs left tackle de la ligue, et Illuminor à droite, qui a été signé il était chez les Raiders, et il est arrivé chez nous, en même temps que Carmen Bricillo, le coach de la ligne offensive, qui a fait beaucoup de bien à cette escouade. Mais l'intérieur reste quand même encore assez faible. On a un centre qui est correct, mais on va dire que c'est quand même très très moyen. Et puis on a John Runyan Jr. Qui fait du bon boulot, mais il nous manque un garde droit qui soit vraiment dominant, même si Van Roten a fait toute la saison. Donc les deux principaux besoins, c'était bien entendu quarterback, et puis ensuite la ligne offensive. Mais comme l'a dit Trey, en fait, on a surtout renforcé la défense, qui menait la ligue en sac, je crois, en 7e ou 8e semaine de la saison 2024, quelque chose comme ça. Écoutez, on va pouvoir aller voir ça. Avant le 10 mars, donc avant le début de la free agency de manière officielle, vous aviez 44 millions de cap space disponibles en dollars américains. Et
En général, on parle des 4 recrues les plus chères. Là, on va parler des 5 parce qu'il y a 2 QB. Vous avez récupéré Paulson Adebo, le cornerback qui venait des Saints. Vous avez récupéré Javon Holland, le safety qui venait de chez nous, les Dolphins. Russell Wilson en quarterback, James Hudson en tackle et du coup, Jameis Winston également en quarterback. Trey, qu'est-ce que tu as comme signature qui te fait plaisir dans cette free agency ? Que ce soit eux ou que ce soit d'autres, parce qu'il y a d'autres joueurs un peu plus bas qui sont arrivés. Tu aimes les receveurs, il y a Zach Pascal quand même. Ouais, alors, blague à part, j'aime bien le profil de Zach Pascal qui va amener un petit peu de choses différentes, qui a un petit peu d'expérience. Voilà, c'est pas la révolution, attention, c'est pas lui qui va aller nous faire 800 yards. Mais en moins, ça va amener un peu de diversité là-dedans, et c'est intéressant. Après, j'aime à peu près toutes les signatures. Il n'y en a pas une qui me déplaît. Je veux dire, c'était pas le besoin primaire à mon avis, mais il y a toujours cet adage. On dit toujours, si tu veux gagner un championnat, construis une défense. Je sais plus comment on le dit, mais les attaques gagnent des matchs et les défenses gagnent les championnats. Mais du coup, je pense que c'était nécessaire peut-être d'affirmer cette défense. Paulson, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup maintenant. On sait qu'il s'était blessé, donc il faut être sûr qu'il soit sur ses 2 jambes. Javon Holland, signature, rien à dire. C'est vraiment une top signature et je pense qu'on avait besoin. On a été un peu, depuis la perte en plus de McKinney, du coup, il y avait vraiment besoin d'aller fournir quelqu'un de fort à ce poste. Après, la bataille des QB, est-ce que j'en aurais pris 2 ? Non, peut-être pas. Est-ce que pour autant, on voulait s'assurer d'avoir 2 QB avec de l'expérience sans être sûr d'avoir un QB à la draft ? Il y a peut-être ça aussi. Donc, pour moi, c'est pas une mauvaise idée que d'avoir été chercher Jameis Winston et Russell Wilson. C'est des mecs qui ont du talent. Enfin, Wilson, c'est un des... on peut... Voilà, son expérience parle pour lui. Il n'y a aucun débat sur le fait qu'il va apporter quelque chose. Jameis Winston, on est un petit peu moins serein, mais je pense que le gars peut donner aussi des options. En fait, ce que j'apprécie dans tout ça, c'est la diversité des choix qui ont été mis, qui permet du coup d'avoir plusieurs styles de jeu qui peuvent se mettre en place. Et puis, ça peut un peu retourner une situation. Parfois, on ne sait jamais. Donc, voilà, j'ai pas de top. Allez, si. Javon Holland, parce que j'aime beaucoup, parce que c'est un poste safety, c'est un poste important que j'aime bien. Donc, je pense que ma recrue préférée serait Javon Holland, mais de peu devant Russell Wilson, parce que son expérience va être tellement importante pour la saison, quoi. Là, vous êtes bien avec Javon Holland, je vais en parler un tout petit peu, parce que moi, ça m'a saoulé de le voir partir, même si c'était sûr qu'il allait partir. C'est qu'il a que 25 ans. En fait, vous avez un safety, là, potentiellement, pour je sais pas combien d'années, jusqu'à temps qu'il demande un trade, quoi. Mais vous avez un vrai bon gars. Moi, ça saoule, ça a saoulé de le voir ailleurs, quoi. Mais tant qu'à faire, content pour vous qu'il soit chez vous. Et Adebo pareil, 26 ans, certes, il s'est blessé, mais tu récupères quand même des joueurs qui sont assez jeunes et qui vont t'aider, quoi. Donc c'est assez cool. Toi, Thiergo, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que, pareil, même question, est-ce que tu as un joueur qui te plaît ? Qu'est-ce que tu penses de cette free agency au global ? Plus sur la partie positive, on pourra parler de la partie un peu plus négative ensuite. Sur la partie positive, le fait d'avoir trouvé un quarterback, c'est bien entendu essentiel. Russell Wilson nous avait fait un peu du pied l'année précédente, avant d'aller chez les Steelers, quand il a quitté les Broncos. Mais il était passé à New York, il est reparti sans contrat et il a signé à Pittsburgh. Et en fait, on pense que la raison pour laquelle il n'est pas resté chez nous, c'est que les Giants n'étaient pas prêts à lui assurer qu'il commencerait la saison comme titulaire. Je pense qu'on lui a dit, écoute, Daniel Jones va être le titulaire, on va lui donner une chance pour 3-4 matchs, et si ça passe pas bien, tu prendras les rênes de l'équipe. Ce qui est étrange, parce qu'il n'a pas non plus commencé comme titulaire chez les Steelers, mais à mon avis, il devait avoir peut-être plus de garantie de jouer chez les Steelers, et c'est ce qui lui a plu. Donc au final, il arrive chez nous, il est signé chez nous, il me semble 24 ou 48 heures après qu'on ait signé Jameis Winston. Les fans des Giants étaient de manière générale très très contents de voir Winston, parce que Winston, c'est quelqu'un qui
en plus d'être une personnalité absolument fantastique, il est toujours très marrant à écouter. C'est un gars qui est capable de sortir des performances hallucinantes, mais aussi des performances absolument horripilantes. Donc il faut être prêt à avoir l'un comme l'autre. Et puis en fait, quand on a eu Wilson, on s'est dit, ok, en fait, c'est la première fois depuis 6 ans c'est la première fois depuis le départ d'Eli Manning qu'on a une escouade de quarterback où on se dit, on est capable de gagner des matchs avec ces gars-là. Ça a fait beaucoup de bien. Côté défense, je connaissais pas très bien Adibo et Holland, mais en fait, en lisant différentes choses sur eux, ça m'a beaucoup rassuré parce que s'il y avait bien un secteur de notre défense qui avait besoin de renfort, c'était la secondary, parce qu'on a mine de rien Dante Banks qui est un grand talent, mais qui a aussi un baobab dans la paume de la main et qui a décidé à partir du moment où en fait on gagnait plus de matchs, il s'est dit ça sert à rien que je me bouge le cul pour parler crûment. Et la perte de McKinney, ça nous a pas fait du bien non plus. Donc on avait besoin de renfort de ce côté-là. Ma seule déception, c'est qu'en fait on n'est pas vraiment renforcé la ligne offensive, parce que tu as cité James Hudson, mais James Hudson c'est un swing tackle, c'est pas vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter comme titulaire sur 17 matchs. Je pense qu'il va nous dépanner un peu, surtout que Andrew Thomas n'est pas ultra solide pour toute une saison. Mais on avait besoin d'un peu plus sur la ligne offensive, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus négatives? Je te relaisse la main, Thiago, encore une fois. Est-ce qu'il y a des départs qui te plaisent pas? Est-ce qu'il y a des arrivées qui te plaisent pas? Des manques? Peut-être tu te dis, tiens, celui-là, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas signé chez nous. Des manques. Alors, je sais qu'on avait tenté de signer, alors je ne sais plus si c'était un garde ou un centre. Il me semble que c'était un centre qui, au final, a été signé par les Vikings, mais c'était un très, très gros contrat. Et manifestement, Josh Allen n'avait pas envie de mettre autant d'argent sur ce poste-là. Ouais. Dans les départs, non, il n'y a pas vraiment de départs qui m'ont fait de la peine, parce qu'il y a des départs qui m'ont froissé la saison précédente. Et je ne parle pas forcément de Saquon Barkley, puisque Saquon Barkley, je pense que Trey sera d'accord avec moi, on était quand même assez nombreux à se dire, c'est pas lui qui va remettre l'équipe sur les rails et il va nous coûter beaucoup trop cher. Et la preuve est qu'on a réussi à le remplacer avec un rookie assez facilement. Mais par exemple, un Xavier McKinney, tu vois, laisser partir Xavier McKinney pour prendre Javon Holland, pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé McKinney qui connaissait l'équipe? Mais globalement, comme notre effectif est quand même assez mauvais, à part quelques joueurs stars, laisser partir des mauvais éléments, ça ne nous dérange pas plus que ça. Ok. Trey, toi, des choses un peu plus négatives sur cette free agency? Non, c'est vrai qu'il y a le fameux point, on n'a pas gardé McKinney pour donner l'argent à Javon Holland un an plus tard. C'est vrai que ça, c'est un vrai débat. Tu te dis, est-ce que la situation l'année d'avant ne le permettait vraiment pas? Parce que je crois que la somme d'argent est littéralement du pari au même sur ce qu'il demandait McKinney et ce qu'on a donné à Holland. Donc, il y a ce point de débat qui fait que, ok, tu te dis, il n'y a peut-être pas eu d'effort de fait pour un mec comme McKinney qui était ultra important dans le vestiaire, sur le terrain, vraiment, genre, et puis il donnait l'impression en tout cas d'aimer cette équipe. Donc, ouais, c'est peut-être là où tu fais juste un petit retour en arrière en te disant, merde, finalement, l'année dernière, en fait, on aurait peut-être pu faire un effort, quoi. C'est le truc. Mais bon, on récupère Javon Holland, c'est pas non plus... voilà, c'est quand même une belle signature, donc je pense qu'il faut s'en satisfaire en se disant peut-être que l'année dernière on n'a pas eu le choix pour plein de raisons et que cette année on a réussi finalement à corriger le tir en se disant voilà, on a vraiment besoin finalement d'avoir un vrai leader à ce poste-là et du coup il faut qu'on mette l'argent à tout prix. Tu avais 40 millions qui étaient mis sur Daniel Jones l'année dernière aussi, donc peut-être que c'est ça qui ne devait pas t'aider à pouvoir signer un McKinney malheureusement. J'imagine. Ouais. Puis là, cette année, tu as toujours 22 millions qui sont sur Daniel Jones. Et Pierre, tu as 5 millions qui sont sur Darren Waller aussi. Hein. Oui, alors Darren Waller, n'en parlons pas. Non, mais lui que je le croise jamais. Hein. Bon, mais d'ailleurs, Daniel Jones... Je vais regarder comme ça, je vais rien faire du tout. Mais que je le croise jamais, quoi.
Sur Daniel Jones, je pense que si on remet les choses dans le contexte, à l'issue de la saison 2022, il était logique pour les Giants de le garder parce qu'il sortait d'une bonne saison. Mais là où Josh Allen s'est planté, c'est que au final, il aura mieux fait de mettre le franchise tag sur Daniel Jones pour lui dire allez, montre-nous encore une fois de quoi tu es capable et peut-être payer Saquon Barkley un peu plus cher, lui filer 15 ou 16 millions et en fait on aurait gardé un fan favorite, on aurait évité le fiasco de l'envoyer à Philadelphie. Mais bon, comme on dit, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Maintenant, on a signé ce contrat de Daniel Jones en sachant que c'était pour 2 ans minimum et qu'il y aurait un peu à payer quand il sera parti. Et en fait, on paye notre QB room tellement pas cher quand tu regardes le contrat de Russell Wilson, celui de Winston et puis Dart qui nous coûte peanuts que ça va. C'est pas si terrible que ça, mais c'est sûr que ça t'empêche, ces 22 millions, c'est des 22 millions que tu peux pas mettre ailleurs sur d'autres postes. C'est ça. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette free agency ou est-ce qu'on passe à la draft? Non, moi ça va. Juste, c'est 22 millions cette année, mais il n'y a pas encore 8 millions l'année prochaine ou je me trompe complètement? Je vais regarder. Il reste. Non, j'ai pas l'impression. L'année prochaine, j'ai l'impression que t'as rien. T'as pas de dead cap sur l'année prochaine. Je pense que tu as bouffé une partie l'année dernière déjà quand tu l'as cut et ensuite oui, ça doit être ça. Une autre partie. Là, tu chopes l'autre partie cette année et il n'y a plus rien d'autre. Donc, bon, bah, tant mieux. Il y aura un trait définitivement là-dessus l'année prochaine. C'est ça, vous pourrez le re-signer comme ça l'année prochaine. Exactement, pour $800,000. 800... Là, il a signé. Là, il a pris 14 millions au Colts. Je pense qu'il va prendre 6-7 millions l'année prochaine, même si ça rate. Hein. Ça resterait un bon backup, je pense, quoi qu'il arrive dans cette ligue. 800 000 Attends, ils sont en train de dire qu'il est positionné pour être titulaire. Enfin, pour le moment, il serait devant Anthony Richardson dans la QB room des Colts. Bon, ok, la barre est pas très haute. C'est pas difficile, oui. C'est pas très très haut. Ouais. Allez, je vous propose qu'on passe à la draft. Alors à la draft, déjà, on a eu chez nous, Thiergo, on a eu Alexandre et PA qui ont fait des séries sur des bilans de division sur la draft et ils ont noté chaque équipe dans une tier list pour savoir quelle a été leur draft et comment est-ce qu'ils ont évalué cette draft. Pour les Giants, ils les ont mis dans le tier S, donc les vainqueurs de la draft. Donc pour eux, c'est une des meilleures drafts de ce qui s'est passé cette année. Donc je vais résumer tous les picks. Avec le pick numéro 3, vous avez récupéré Abdul Carter, le edge. Avec le pick 25, vous êtes monté pour aller chercher Jackson Dart, quarterback. 3e tour, Darius Alexander, defensive tackle. 4e tour, Cam Skatebo, running back. 5e tour, Marcus Embo, en offensive tackle. Et au 7e tour, vous avez pris 2 joueurs, Thomas Fidone, the second tight end, et Corey Black, cornerback. Déjà, comme ça, Trey, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es content? Tu parlais des GM qui font des bonnes drafts, des bonnes free agency. Là, ça a l'air d'être encore une bonne draft. Ouais, alors déjà, moi, déjà sur le fait qu'ils aient fait fort, c'est que j'ai pas travaillé cette draft classe si en fait. J'ai pas vraiment regardé tous les profils. Comme tout le monde, j'ai vu les premiers noms, etc. Mais sincèrement, au-delà du premier tour... C'est parce que tu as lâché tous tes pics en dynastie, ça. C'est exactement ça en plus. J'ai pas eu besoin de me forcer du coup effectivement puisque je piquais en 5e tour. C'est ça. Donc voilà. Mais il sait de quoi il parle, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais donc du coup ouais, effectivement, je pensais pas qu'au-delà du premier tour, j'avais des noms comme ça qui m'exciteraient un petit peu, tu vois. Et au final, on se retrouve avec Abdul Carter, Jackson Dart et notamment Cam Skatebo. Je suis un peu en mode comme un gamin, en mode mais comment on a réussi à faire tout ça en fait les gars. Alors je sais que Skatebo n'était pas vu très haut non plus, mais sur le principe je m'y attendais pas. Je suis assez content que PA et Alex aient un peu revu leur jugement. Parce que à la base il y a eu en mode, alors Alexandre était en mode ouais les gars bien joué et tout, puis PA il était très mesuré en mode ouais Jackson Dart bof, et donc du coup je suis assez content de voir qu'à la fin, quand ils ont fait leur tier list et tout, ils ont quand même bien dosé parce que moi, je trouve que le move d'aller chercher Dart de cette manière était très bon. Parce qu'en vrai, quand tu regardes ce qui a été dépensé pour pouvoir monter en position 25, il n'y a vraiment pas grand-chose en fait qui a été lâché pour aller chercher un QB qui,
a une bonne réputation, a une réputation de travailleur, voilà, il a un bon profil, et 2, a l'air, après les OTA et tout, a l'air vraiment de se mettre en très très bonnes conditions dans cet effectif. Donc là, après, en plus, le recul de plusieurs semaines, je suis plus que satisfait de ça. On sait qu'Abdul Carter, il va faire un taf monumental. On sait, et du coup, moi, c'était un peu mon truc aussi de me dire, si tu peux pas avoir un playmaker qui va venir vraiment combler un trou et que tu n'as pas l'occasion de trade down, prends le BPA, en fait. Tout le monde, il y a beaucoup d'équipes qui le font. Il y a des équipes comme Philadelphie qui font ça depuis je sais pas combien d'années. Ça marche pour eux. Pourquoi pas nous, en fait, du coup? Donc, ok, on n'avait pas besoin d'un DI comme Abdul Carter sur le papier, mais tu vas le chercher, bah, tu t'assures d'avoir un truc quali, quoi. Et comme le disait Thiergo tout à l'heure, Thibodeau, on est tous un petit peu en mode beauf, quoi. Tu vois, c'est un peu le ressenti, ça souffle un peu le chaud et le froid avec Thibodeau. Donc, on sait qu'il est capable de grandes choses et puis on sait qu'il est capable de passer à travers. Quant à Abdul Carter qui est là et qui va pousser au cul de tout le monde, je peux te dire que là, les Brian Burns et Kevin Thibodeau, pour ne citer que 2, vont devoir se la donner pour être sûrs de garder leur statut de starter sur les premières weeks. Hein. Ouais. Toi, Thiergo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ça fait une bonne dizaine d'années, voire plus, que je ne prépare aucune draft parce que j'ai eu mon cœur brisé trop de fois à m'en arracher d'un joueur et de le voir être piqué par une autre équipe. Donc, ma stratégie, c'est je ne regarde pas les joueurs avant la draft et j'attends de voir ce qui tombe. Comme ça, tu n'es pas déçu, sauf que cette année, on allait drafter un QB, c'était certain. Donc, je me suis un peu intéressé aux joueurs et ce que je disais beaucoup, c'était que cette classe de draft était moins bonne que la précédente et serait certainement moins bonne que celle qui vient. Et je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on drafte un QB? J'avais extrêmement peur qu'on prenne Shedeur Sanders parce que Shedeur Sanders, je ne comprenais pas ce qu'il faisait de lui d'un top 5 pick. Et d'ailleurs, T'es pas le seul. Il a été marqué au 5e ou au 6e tour. Mm. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que les 2 joueurs qui avaient retenu mon attention, qui n'étaient pas des QB, c'était en effet Abdul Carter et Travis Hunter. Et quand on a pris Abdul Carter, j'étais très très content parce que il est absolument impressionnant. Mais là où je ne te rejoins pas très, c'est sur la décision de trade-up pour prendre Jackson Dart. Et on en avait parlé avec Plax. Alors, j'ai fini par concéder que si Jackson Dart nous permet de retourner en playoff ou au mieux de gagner des Super Bowls, tout le monde s'en foutra de combien est-ce que ça nous a coûté de faire un trade-up. En fait, j'avais l'impression qu'on pouvait l'avoir en 34e position, mais bon, ça, on le saura jamais. Je suis d'accord avec toi qu'au final, la compensation qui a été payée, elle n'est pas si énorme que ça. Et le reste des choix qui ont été faits par Shane sont très intéressants. Je trouve que Darius Alexander est un joueur qui me plaît beaucoup. Il y avait des defensive tackles dans cette draft que je trouvais pas mal du tout. Il me semble qu'il y en avait un qui s'appelle Alfred Collins de Texas. J'avais vu quelques vidéos de ce gars-là et il faisait partie de ma petite liste. Mais quand j'ai vu Darius Alexander et quand je vois ce que les coachs disent de lui pendant les OTA, alors ce ne sont que des OTA, mais en tout cas c'est très positif. Et je le vois comme quelqu'un qui va pouvoir contribuer aux côtés de Dexter Lawrence. Donc les derniers joueurs, Fidon et le cornerback, donc j'ai déjà oublié le nom, Corey Black, j'en pense pas grand-chose, puisque j'ai toujours pas regardé ce que ça vaut, mais bon, là, on parle de 7e tour. Et puis, Scatebo et Marcus Beau, je pense qu'on va les voir un peu jouer, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, j'étais content de voir que le sentiment global dans les médias NFL était que les Giants avaient fait une très bonne draft, parce que, comme je le disais un peu plus tôt, les premières drafts de Joe Shane n'étaient pas terribles. J'ai l'impression que Jackson Dart, vous l'auriez pas eu en 25. Il y a eu pas mal de trade-up qui ont eu lieu. C'est vous qui avez commencé d'ailleurs, il me semble, les trade-up. Juste après, il y a les Falcons qui trade-up aussi. L'avantage, vous n'avez pas lâché non plus la maison pour aller monter. Vous avez toujours vous avez toujours votre pick de l'année prochaine qui est disponible, contrairement aux Falcons notamment qui sont montés et qui ont lâché leur premier tour.
Bon, du coup, si vous êtes Kata, vous avez toujours la possibilité de drafter un autre QB, ce qui serait un peu con d'en drafter 2 à la suite, mais ça reste une possibilité si jamais tu es suffisamment haut pour le faire. Mais ça reste, franchement, c'est une top draft. Et ton Alfred Collins dont tu nous parlais, il a signé aux Niners. Non, si, aux Niners. Et au 2e tour. Donc au final, ton Darius Alexander au 3e, c'était pas si loin. Enfin, mais t'avais pas trop le choix avec Alfred Collins, qui est quand même parti bien plus haut. Et est-ce que, moi j'ai une autre question du coup, un peu liée à la draft, mais est-ce que vous avez des undrafted free agents que vous avez repérés et où vous êtes, ah tiens, lui, il y a moyen qu'il fasse le roster? Les Peut-être. petits receveurs, là. Ouais, des petits receveurs. Les petits receveurs, moi j'aime beaucoup Beau Collins et oh mince, j'ai oublié son nom. Je peux te les citer. Il y a Daquan Felton, il y a Juice Wells, il y a Jordan Bly et il y a Dalen Cambre. Non, il y en a un autre là chez les receveurs. Ah, je l'ai pas vu. UDFA. Il y a le pote de Jackson Dart. Ils ont pris en wide receiver un gars avec qui Jackson Dart jouait à Ole Miss et lui envoyait pas mal de passes, Oui. mais je me rappelle plus de son nom. Je crois que c'est Antoine Wells. C'est ça? Ouais, c'est ça. Collins, Antoine Wells. Moi, j'attends de voir ces sur gars. la depth chart, ils l'ont appelé Juice. Ils l'ont appelé Juice Wells. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça doit être un surnom qu'il a du coup. Ouais. J'avais pas la ref. Mais donc du coup, moi, ces deux-là, en fait, je suis très curieux parce que jusqu'ici, alors j'ai vraiment très très peu regardé ce qui s'était passé sur les entraînements jusque-là et tout, mais le sentiment des quelques images que j'ai pu apercevoir semble être bon, notamment effectivement la connexion Wells-Dart, comme tu le disais, Thiago, mais j'ai le sentiment en tout cas que ça travaille dans le bon sens et que le fait d'avoir été chercher 3 QB qui sont là, 2 qui sont installés, on sait ce qu'ils valent, et un qui doit faire ses preuves, bah en fait, on arrive vraiment à avoir une dynamique où tout le monde a envie de bien faire, de bien jouer, et de pouvoir profiter un petit peu de ce nouvel élan qui est donné. Et donc, en l'occurrence, moi, j'ai pas noté beaucoup de noms sur les undrafted, mais ces deux receveurs me font un peu de l'œil, donc j'aimerais bien les voir dans le roster final, si tant est que ça vaille le coup, bien sûr. Il y a de la place. Hein, Ouais, en fait, à ce stade de l'intersaison, quand il n'y a que les OTAs et les minicamps, je trouve encore difficile de se faire une opinion sur qui va être un titulaire, qui est la star montante, etc. Parce qu'il n'y a pas de contact. C'est vanilla offense. On aura une idée un peu plus précise, enfin précise, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, on commencera à se faire une idée à partir d'1 à 2 semaines de training camp. Et puis, maintenant, il n'y a plus que... c'est toujours 3 matchs de pré-saison, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais le Fame Game le 31 juillet. Ouais, donc en fait, c'est là qu'on va voir qui est le prochain Victor Cruz des Giants, quoi. Mais pour répondre à ta question, en tout cas, Alex, moi, je n'ai repéré personne pour le moment, parce que j'ai l'impression que ce qui ressort surtout des OTA, c'est on s'est surtout concentré sur, OK, avec quelle escouade Jackson Dart est en train de jouer, est-ce qu'il est en train de jouer avec les 1, les 2, les 3? On parle beaucoup de la connexion Russell Wilson-Jalin Hayat, et on parle beaucoup en fait du pass rush, Brian Burns, Carter et Thibodeau. Mais tout ça est à prendre avec une pincée de sel parce que, comme je le disais, il n'y a pas de contact pour le moment. Très bien. Autre chose à rajouter sur cette draft, messieurs? Non, pas à ma connaissance là. Hein. Pour le peu que j'avais travaillé, voilà, ça me va. J'attends de voir maintenant. Il faut que chacun fasse ses preuves parce que de toute façon, chaque année, on fait que on essaye de faire des conclusions hâtives. Donc, on verra. Conclusion hâtive, je vais te demander, puisque la question qui arrive, c'est est-ce que les besoins ont été comblés dans cette free agency, Trey? Je te laisse commencer. Parce que tu as quand même parlé des receveurs, de la ligne, des quarterbacks, pas trop la défense. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette intersaison globale? En soi, non. Parce que le besoin, un des besoins primordiaux, parce que le besoin primordial, c'était le QB, mais l'autre besoin primordial, c'était sans doute la ligne offensive. Et jusque-là, c'est pas, voilà, on n'est pas vraiment sur un recrutement qui fait rêver en mode « Ah oui, on a changé la phase de la ligne offensive et on va pouvoir gagner plein de matchs. »
Qu'est-ce que tu en penses, Thiergo? Est-ce que Je suis assez d'accord. On a rempli une partie de nos besoins parce que le plus important c'était quand même quarterback. Même si on n'avait pas drafté de quarterback, je suis assez satisfait avec Russell et Winston. Mais comme je le disais plus tôt, on n'a pas renforcé l'intérieur de la ligne offensive. Un autre poste qui a été assez délaissé côté défensif, c'est inside linebacker. On a certes Okereke, on a Micah McFadden qui est encore très jeune et en développement, mais un upgrade, pas forcément pour remplacer Okereke, mais un upgrade par rapport à McFadden n'aurait pas fait de mal. Après, ce qui pesait vraiment sur le niveau de notre effectif, c'était l'absence de QB. Ça, maintenant que ça a été réglé, je dis pas que Wilson va régler tous nos problèmes parce que Wilson a quand même des défauts. C'est un quarterback qui prend beaucoup de sacs, c'est un quarterback qui ne va pas beaucoup utiliser le milieu du terrain. Mais maintenant, Daboll va pouvoir envoyer des bombes en profondeur, chose qu'on n'était pas capable de faire avec un Daniel Jones. Et les défenses adverses le savaient. Elles savaient que Daniel Jones n'allait pas attaquer la profondeur et mettait 8 joueurs dans la boîte. Et en fait, à partir du moment où tu peux attaquer la profondeur, tu ouvres des voies pour ton running back, pour le jeu de passe courte. Donc, je le dis encore une fois, sur le papier, on a une équipe qui déchire. Eh bien, écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. En tout cas, je vous rappelle pour tous ceux qui sont sur Spotify que vous pouvez voter pour juger l'intersaison des Giants. Vous avez 6 propositions. Ça va c'est parfait, très bon, moyen, médiocre ou pitoyable. Bon, je pense qu'on ne sera pas dans le pitoyable, mais il y a déjà eu des votes pour pitoyable pour d'autres équipes. Je ne les citerai pas, mais on en a déjà vu. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Vous avez le sondage normalement dès que vous arrivez sur l'épisode. Je vous propose, messieurs, qu'on passe maintenant au planning de la saison prochaine. Alors voilà, le planning s'affiche. On parlait des matchs de pré-saison. Alors il y en a 3. Vous jouez les Bills, les Jets et les Patriots. Donc vous restez uniquement dans la FC Est pour cette pré-saison. Et ensuite, donc pour ceux qui l'ont à l'écran en rouge, vous avez les matchs à l'extérieur et en bleu, vous avez les matchs à domicile. Vous avez une bye week en semaine 14. C'est très bien quand vous aurez faire les playoffs. Ça vous fera une petite pause avant d'y arriver. Et vous commencez, alors c'est Commanders, Cowboys, Chiefs, Chargers, Saints, Eagles, Broncos, Eagles, Niners, Bears, Packers, Lions, Patriots. Et ensuite, vous terminez avec les 4 équipes qui sont les Commanders, les Vikings, les Raiders. Et on termine en janvier contre les Cowboys à domicile. Thiergo, quand tu vois ce calendrier, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis que c'est un calendrier cata? Est-ce que tu as peur? Est-ce que je crois que c'est un des calendriers les pires de la ligue. J'avais regardé la force du calendrier et je crois que vous êtes la pire en termes de quand tu prends les bilans des équipes l'année dernière et ce que tu récupères cette année, tu es parmi les pires. Alors, évidemment, ça joue de jouer les Commanders et les Eagles dans ta division 2 fois, ça aide pas. Mais qu'est-ce que tu penses de ce calendrier? Écoute, oui, en effet, on a un calendrier qui est extrêmement compliqué, surtout que commencer par 2 matchs de division à l'extérieur, et puis quand tu rentres enfin à domicile, tu as les Chiefs qui étaient au Super Bowl, et puis les Chargers qui sont loin d'être mauvais. Ça fait un mois de septembre qui est assez costaud. Donc, ouais, ça va être compliqué. La question pour les Giants, c'est surtout combien de victoires vont permettre à Daboll et son staff de sauver leur job. Parce que John Mara a bien montré qu'il en avait marre, qu'il attendait des résultats. Il a plus ou moins sous-entendu que si on n'allait pas en play-off, tout le monde dégageait. Alors je pense que c'est assez irréaliste pour les Giants de dire que les play-offs, ça doit être l'objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que il faudrait 6 à 7 victoires pour montrer qu'il y a eu du progrès. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces 6 à 7 victoires? C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Je ne saurais pas vous dire parce que les saisons, en fait, s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Une équipe qui était très bonne l'année dernière peut être au fond du tableau cette année. C'est ce qui fait aussi la beauté de la NFL. Hein. Mais je pense qu'il va, encore une fois, s'armer de patience quand on est fan des Giants.
Il va y avoir un moment où, en fait, si Russell Wilson ne fait pas l'affaire, les fans vont commencer à demander à voir du changement et probablement de voir Jackson Dart directement sur le terrain. Donc voilà, je m'attends pas à ce qu'on soit deuxième ou premier de notre division, au mieux troisième, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, et avant de te donner la main, Trey, pour un peu là où vous avez pas de chance, du coup, vous croisez la FC West, parce qu'on n'a pas réellement fait le détail, mais vous croisez la FC West des Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders, et la NFC Nord, la terrible, des Lions, Packers, Bears, Vikings. Donc ça, c'est déjà compliqué d'une part. Et ensuite, les équipes que tu croises, parce que tu as terminé dernier de ta division. Alors, certes, vous avez déjà les Patriots, donc ça va les Patriots cette année. Vous avez l'autre, j'avais vu. Les Raiders. Vous avez les Raiders, c'est parce que tu croises avec la FC West. Ah oui, pardon. Mais tu joues les Saints, ça va aussi. Par contre, l'autre équipe qui a fini dernière que tu croises, c'est les Niners. Ça, c'est la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. C'est assez triste. Et je pense que tu parlais un peu du bilan qu'il faut avoir, qu'il faut peut-être faire 7, 8 victoires. J'ai l'impression que quand tu regardes la colonne de gauche, pour ceux qui sont en format vidéo, donc jusqu'aux Niners et la Week 9, il y a un monde où tu es en 1-8 après tous ces matchs-là. Et j'ai peur que nos amis Brian Daboll et le coach et le GM survivent pas à ces 9 premiers matchs. Trey, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors déjà, on va souffrir. Déjà, parce que même si on joue bien et qu'on gagne des matchs, on va souffrir. C'est certain. Parce que voilà, les oppositions sont costauds. Je pense, voilà, les Saints, les Patriots, c'est prenable. Mais ça, c'est 2 matchs. C'est, voilà. Maintenant, il y en a, on va réussir des exploits. J'apprécie le fait qu'on va beaucoup jouer à 13h et donc du coup je pourrais voir mon équipe plein de fois sur la saison à 19h en heure française. Et puis je garde aussi pour une petite note d'humour et de joie, on affrontera les Cowboys en dernière journée pour pouvoir les rooster et finir sur une bonne note quoi qu'il arrive. Voilà, c'est les choses que je note. Non mais globalement on va prendre cher. Genre, je ne vois pas ici dans ça, et pourtant je suis optimiste les gars de base, hein. Là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, et comme tu l'as dit, le 1-8 après la week 9, là, c'est largement possible, hein. Après, moi, je pars toujours du principe que sur les oppositions de division, pour moi, c'est du 50-50. Parce que les histoires de rivalité de division, etc., pour moi, c'est pas parce qu'on affronte les Eagles 2 fois en week 6, en week 8, qu'on va perdre ces 2 matchs. Parce que pour moi, c'est toujours du 50-50, selon comment tu joues à domicile, à l'extérieur, selon le niveau de fatigue et d'intensité que vont mettre les équipes. Voilà. Le point négatif, c'est qu'on joue les Eagles en 6 et 8 et que du coup, ils seront forcément en mode on doit accumuler les victoires pour aller en playoff au plus vite. Donc ça, bah voilà, c'est un peu là où ça devient difficile. Et tu as un truc contre les Eagles en plus qui est chiant, c'est que la seule fois où tu les joues à domicile, c'est après une semaine courte parce que tu les joues en Thursday Night Football et après tu les joues après un autre enchaînement où tu vas à Denver et ensuite tu retournes à Philadelphie. Et oui, c'est effectivement. Le calendrier n'aide pas là-dessus, effectivement. Maintenant, voilà, je le redis, je pense que les Commanders, les Cowboys, c'est des oppositions et les Eagles, c'est des oppositions qui sont jamais faciles de toute façon parce que rivalité et tout. Bon, les Commanders ont été impressionnants l'année dernière. Est-ce qu'ils arriveront à reproduire ça? C'est l'effet de confirmation, hein. C'est pour toutes les équipes tout le temps. Il y a une bonne saison, il n'y a rien ne dit que tu vas reproduire ça. Je rappelle, il y a encore quelques années, on va en play-off, on fait un résultat où on se dit ouais, mais on ne pensait pas faire ça. L'année d'après, tout le monde nous voit aller en play-off, voire un peu plus loin, gagner la division ou quoi, pas du tout. Donc voilà, tout peut encore changer et je pense qu'il faudra profiter des rivalités pour essayer d'aller chercher des victoires là-dessus en surprenant nos plus grands rivaux. Il faut rentrer dans la tête là. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Et là, sur la deuxième partie de calendrier, elle est un peu plus simple. Je pense que tu peux être en gros à l'équilibre si on considère vraiment juste la deuxième partie, hein. Je parle pas en général, tu rattrapes pas les 1-8, on va dire, sur la deuxième partie de saison dans mon esprit. Et du coup, si tu prends un nouveau coach en semaine 10, tu sais, si tu prends un coach intérimaire à partir de la semaine 10, tu peux lui faire un petit 4-4, derrière vous le prolonger, un peu, tu vois, un petit Daniel Jones du coach. Non, mais ouais, bah un exactement. petit Mac Casca
ça pue le mauvais bail en fait. Pourquoi? Parce que tu te dis, si vraiment on fait le move de virer Double au milieu de la saison, tu prends un mec qui va faire mieux. Pourquoi? Parce qu'il a des oppositions plus faciles. Donc du coup, tu vas le prolonger avec un gros chèque et puis tu te retrouves foutu pour 3 ans. Enfin, non, en fait, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il faut prendre en considération ça dans la. Faut aller au bout de la saison avec Dabol. Donnons la saison à Dabol avec un QB qu'il a choisi. Vraiment, allons au bout de cette saison dans l'état. Et tant pis si on finit en comment dire en 0,18, enfin 0,17. Allons-y, tu vois. Tant pis. Mais vraiment, allons au bout du truc. Je pense qu'effectivement, deuxième partie de saison, on a plus de chances d'aller chercher, tu vois, les Cowboys, les Raiders, les Patriots déjà, tu vois. Ce sera plus simple. Après, il y a sûrement des oppositions qui sont plus faciles. Il y a toujours la rivalité avec les Commanders. Tu te dis, on sait jamais. En plus, à domicile. Les Vikings, c'est un nouveau QB, il y a plein de choses. Ouais, voilà, tu vois. Il y a quelques éléments qui font que. Et surtout, il faut savoir que historiquement, les Giants ne virent pas les coachs en cours de saison. C'est extrêmement rare. Il me semble que donc Ben McAdoo, c'est l'exemple le plus récent, en 2017, qui avait été viré en décembre après avoir benché Eli Manning. Mais avant Ben McAdoo, ça n'était pas arrivé depuis les années 70, qui est une période où les Giants étaient l'une des pires équipes de la ligue, et ça a dû arriver peut-être une ou deux fois, mais ça, ce serait à vérifier. Donc John Mara n'est pas quelqu'un qui aime faire du changement en cours de saison. Donc il est plus que probable que, en effet, si on se retrouve à 1-8, qu'on ait un double qui puisse garder son poste, mais qui sautera clairement à la fin de saison dans un tel scénario. Après, comme je disais, c'est compliqué de savoir ce qui va vraiment satisfaire Mara, parce qu'il a l'air d'être quand même de bien aimer Shane et Dabol, d'aimer ce qu'il lui présente, comment est-ce qu'il gère l'équipe, mais il veut des résultats et il veut voir du progrès. C'est surtout ça. Je suis assez d'accord. Ils sont quand même en bonne entente. Je trouve que Mara, Double et Shane sont sur la même longueur d'onde. Maintenant, effectivement, c'est normal de la part de Mara de demander du résultat. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? Thiago, si tu devais faire un petit pronostic sur le bilan, tirer vers à peu près quoi? Pas obligé de dire un nombre précis, tu peux dire une fourchette, mais on est plus dans. Si tu as un nombre précis, n'hésite pas. Moi, j'estime que une saison à 6 victoires, c'est une saison réussie. Mais après, tu peux avoir des matchs perdus où tu as bien joué, ça s'est joué à un field goal, c'est tellement compliqué. Mais allez, entre 6 et 7 victoires, c'est quelque chose qui est à la portée des Giants. Et puis le meilleur scénario, c'est de passer au-dessus de 50% de victoires sur la saison. Mais là, j'ai l'impression d'en demander un peu trop. Très. Ouais, 6 victoires avec du beau jeu, et on se dit que finalement les choses peuvent se faire. Mais je sais pas si 6 victoires sauveront Dabol, c'est un peu le problème. Et après, j'ai l'impression qu'on sera reparti dans un cycle de reconstruction. Et voilà, donc il faudrait 6 victoires et voir qu'on a perdu des matchs vraiment parce que les équipes sont vraiment des classes All-Star en face, tu vois. Dans ce genre de contexte, peut-être qu'on pourrait estimer du coup qu'il y a de la suite à donner. En dessous de 6 victoires, même si tu as des éclairs de génie, des trucs qui se passent, ça sera pas suffisant. Yes, moi c'est de mon côté, je pense un peu pareil. 5-6 victoires et merci. Par contre, si vous commencez la saison allez, je reprends encore ces 9 premiers matchs, mais si tu te commences la saison en 4-5, d'un coup, tu as un gros espoir, je trouve, pour la suite. Parce que tu as une dynamique qui est un peu plus intéressante. Ouais. Tu as des matchs à prendre. Comme vous l'avez dit, un match contre les Eagles, un match contre les. Je pense que tu peux prendre les Saints, j'y crois pas mal. Les Broncos, pourquoi pas. Les Chargers, pourquoi pas. Les Cowboys, pourquoi pas. Les Commanders, on sait jamais. En fait, l'avantage de jouer les Commanders en première semaine, c'est il y a eu des changements, peut-être qu'ils ne seront pas totalement adaptés à tout. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et comment dire, on l'a vu avec les Texans l'an dernier, la saison sophomore d'un top rookie, prix numéro 2, n'a pas été au top l'année dernière.
Même si Trey, on a dit au début d'épisode, il va finir MVP, notre ami CJ Stroud. Mais voilà, je pense que le calendrier est loin d'être ouf, mais tu as des petits endroits où tu peux choper peut-être des petites victoires par-ci, par-là. Bah, tu commences avec 2 matchs à l'extérieur sur les rivaux, c'est pas évident, tu vois. Mais si tu joues si au bout des 5 premiers matchs, par exemple, tu arrives à aller chercher, tu vois, même tu perds aux Commanders ou même à Dallas et tu gagnes 1 aux Commanders ou à Dallas, tu fais 1-1. Ensuite, tu prends les Chiefs à froid en Sunday night, tu vois. Les joueurs sont sur une bonne dynamique avec les premiers matchs, il y a bon espoir, hop. Tu finis en 3-1, tu perds les Chargers, tu gagnes les Saints. Tu es à 3-2 en week 5, franchement. Sachant que Déjà bien, les Chiefs auront joué les Eagles une semaine avant. Et je regardais Ah oui, ça, j'avais pas l'info. Je regardais pour les Eagles qui est-ce qui jouait avant la semaine courte. Ils jouent les Broncos. Donc, mais les Eagles, pareil, ils ont un début de calendrier qui est pas ultra simple. Les Eagles, ils commencent avec Cowboys, Chiefs, Rams, Buccaneers, Broncos avant de vous jouer vous. Donc, à voir à voir comment ça se passe pour eux aussi. Et ça peut être intéressant aussi cette partie-là. Donc, on part sur 5-6 victoires et on espère que ça avance de cette manière. Ouais. Top. Thiergo, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter sur cet épisode, sur cette intersaison, sur les Giants? S'il y a une chose à rajouter, je pense que pour les nouveaux fans de la NFL, s'il y a bien une saison sur laquelle il faut s'intéresser aux Giants, c'est celle-ci. Parce que pendant les années Daniel Jones, on était un peu tout le temps en train de répéter les mêmes choses de non, mais en fait, l'équipe autour de lui est pas bonne, non, on cherchait. J'y croyais, moi, à ces excuses. Mais au bout d'un moment, ces excuses, tu dis, il n'y a pas de progrès, on n'avance pas. Là, on a quand même un groupe qui est ultra jeune, ultra intéressant. Je pense vraiment qu'on va avoir un top 3 pass rush de la ligue. Parce que pour rappel, on a Dexter Lawrence qui, en fait, met des pressions, mais je crois que depuis 2022, Dexter Lawrence, c'est sans pression sur le QB. J'ai vu une stat comme ça, alors que le numéro 2, il doit être à 25-30. Et tu dis, mais c'est qui ce type, quoi? C'est pas possible. Et tu rajoutes à ça le fait qu'il y a Abdul Carter, Kevin Thibodeau, Brian Burns, et puis il va recevoir un peu d'aide autour de lui. Si Shane Bowen n'arrive pas, en fait, à mettre la pression sur les QB adverses avec tous ces joueurs-là, il faut le virer. Voilà. Donc ça va être ultra intéressant à voir. Et puis, aussi quelque chose qui va être intéressant à suivre, c'est est-ce que Jackson Dart va voir le terrain cette saison? Dans quelles circonstances? On demande à voir. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que Russell Wilson a été déclaré comme titulaire en week 1. Est-ce que ça va être pour toute la saison ou est-ce qu'on va commencer à partir de la 5e ou 6e semaine, voir un peu de changement au poste de QB chez les Giants? Affaire à suivre. Ce que tu disais, oui, c'est ça, au niveau des pressions des pressions Dexter Lawrence depuis 2022, c'est 103 et Vita Vea numéro 2, c'est 23. Ouais, pour prendre la stat complète. Ce qui est absolument impressionnant. C'est absolument fou. Trey, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Moi, je suis optimiste, on va gagner le Super Bowl. Très bien. Et quand tu lâches est-ce que tu as autre chose à dire? Non, mais vous savez que j'aime bien lâcher des trucs comme ça. Non, plus sérieusement, j'ai bon espoir, j'aime beaucoup la dynamique, j'aime beaucoup le travail qui est fait depuis longtemps. Et maintenant, il faut que ça porte ses fruits. C'est tout le problème. Et j'ai beaucoup envie de croire en Jackson Dart pour l'avenir. Je sais pas, je le sens bien, ce mec. Vraiment. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas, j'ai un truc, il y a un sentiment qui fait que in Dart we trust. In Dart we trust. Ouais, j'aime bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et il n'y a plus qu'à vous remercier d'avoir fait cet épisode. Sur les Giants, très merci d'avoir été de l'autre côté de la caméra pour faire cet épisode. On espère te voir un peu plus souvent sur la saison à venir. On va faire des lives de toute manière, donc on va te récupérer, on va t'obliger, on va te forcer à venir faire des épisodes avec nous. Pas de problème. Pour les lives, vous savez que je suis là après l'organisation des podcasts. C'est un peu plus délicat, mais bien entendu, c'est toujours un plaisir de participer, bien sûr. En tout cas, on te remercie pour tous ces petits visuels que tu nous fais là encore. Avec la saison qui va démarrer, tu vas retourner au fourneau pour nous faire tout ça. Et donc merci. Thiergo,
Merci également d'avoir fait cet épisode avec nous. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et surtout merci aussi pour le travail que vous faites parce que tous ces podcasts vidéo, audio, ça montre bien qu'en fait que la communauté du football américain en France ne fait que grandir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sport passionnant et le fait que vous êtes un média de plus à couvrir toute la NFL, ce qui est un travail quand même assez compliqué de savoir être complet sur toutes les équipes. Donc ouais, continuez comme ça. C'est pour ça qu'on t'invite aussi pour être sûr de pouvoir être complet sur une équipe comme les Giants et qu'on invite pas mal de monde pour faire cette petite série de bilan d'intersaison. C'est ultra intéressant de vous entendre, vous qui connaissez mieux vos équipes que tout le monde. On rappelle qu'on peut te suivre, Thiergo, sur Twitter. Les liens seront en description, mais on peut également t'écouter avec Plax Only a Giant podcast et Only a Giant blog. Tout à fait. Merci à tous les deux. On se retrouvera pour un prochain épisode demain. Et demain, on va parler rival de division, puisqu'on va parler des Washington Commanders. Donc, on va retourner sur la première journée de la saison où vous vous affrontez. On va parler avec notre ami Ryan Scoot et de France LSU notamment, qui viendra nous parler de ses Commanders. Et puis voilà, donc à demain pour les Commanders. Très Thiergo, encore une fois, merci beaucoup. Plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et vive le football!